Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, au moins une cinquantaine de militaires burundais tués, tel est le bilan des affrontements qui ont eu lieu ce week-end entre ces derniers et les combattants du M23. Nous sommes en République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, les Imbonimbi de la commune Mutimbuzi ont débuté ce lundi une formation militaire de 5 jours avant d'être envoyés en RDC sur le champ de bataille. Les habitants de Wulinga inquiets pour leurs voisins, membres du parti CNL. Ce dernier a été enlevé ce dimanche par des gens armés et camouflés qui étaient à bord d'un véhicule. Dans l'entretemps, en province Changuzo, le représentant du même parti, le CNL en commune Gisagara, a été violenté par des Imbonimbi de la place. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des inquiétudes des habitants de différentes provinces du pays qui appellent le numéro 1 burundais à démontrer sa capacité de gouverner en faisant respecter ses décisions afin d'éviter que certaines situations nous dégénèrent. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons notre édition par cette page sécuritaire où plus d'une cinquantaine de militaires burundais ont été tués ce week-end par les combattants du mouvement M23 dans des affrontements en cours dans la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Selon les informations recueillies auprès des militaires burundais qui ont été déployés en RDC par le pouvoir de Gitega pour soutenir l'armée congolaise dans cette guerre contre le M23, plus de 25 militaires burundais ont été tués ce samedi sur le mont Mouré. Les autres sont tombés dans une embuscade de ce mouvement lorsqu'ils se rendaient à Goma pour rencontrer les commandants des troupes de la SADC. Le point avec Onésime Dushimagit. 5 militaires burundais qui ont été tués ce week-end dans la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, son 17e bataillon. Selon les informations que nous détenons de la part de ces militaires déployés en RDC, plus de 25 militaires burundais sont tombés dans les affrontements de ce samedi avec les combattants du M23 sur le mont Mouré, où ces militaires burundais s'étaient installés. Ces combattants du mouvement M23 avaient pour but de les chasser de cette montagne stratégique qui permet à celui qui l'occupe de contrôler la route de Bukavu au sud Kivu, vers Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, au niveau du tronçon Minova-Sake, à quelques kilomètres de la ville de Goma. Selon toujours les informations recueillies auprès de ces militaires burundais déployés en RDC par le pouvoir de Gitega pour appuyer les FARDC dans cette guerre contre le mouvement M23, plus de 15 militaires burundais ont été tués ce dimanche dans une embuscade qui leur ont été tendue par ces combattants du M23 lorsqu'ils se rendaient à Goma pour rapporter au commandant des troupes de la SADC, la communauté des États de l'Afrique australe, ce qui leur a été arrivé sur le mont Mouré. D'après toujours ces militaires burundais déployés au Nord Kivu, certaines victimes de cette bataille ont été enterrées dans cette localité parce que leurs corps étaient morcels. Jusqu'à présent, l'armée burundaise n'a pas encore communiqué le nombre de morts ou de blessés. Mais selon certaines sources au sein de l'armée burundaise, 3 officiers auraient été tués, à savoir le major Nilagi Alandri, le capitaine Didier Pascal et le capitaine Nibigila Ephraim. Les informations que nous détenons de la part de certains militaires burundais indiquent que les pertes qu'a subies l'armée burundaise en RDC ont beaucoup terrifié les militaires de façon qu'il y ait un bataillon qui aurait refusé d'être déployé en RDC pour combattre le mouvement M23. Plus d'un se demande pourquoi les enfants du pays sont en train de périr en RDC dans une guerre qui ne concerne pas le Burundi. Ils estiment qu'un petit groupe de généraux du CNDD-FDD sont les seuls Burundais qui en profitent car ayant été payés par le président Antoine Tshisekedi de la RDC. Onésime Dushimagide, en parlant justement de cette guerre qui sévit en RDC, il y a eu ce lundi un rassemblement de tous les Imbonimbi de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Nous sommes au chef-lieu de la zone Rukaramu. L'objectif était de les entraîner militairement pour par la suite les déployer en RDC et sur les frontières burundo-rwandaises. La formation militaire va durer 5 jours et ces Imbonimbi vont immédiatement entrer en mission. C'est un reportage signé Elvis Neomongue.
Dans la matinée de Sorendi, tous les imbonerakure de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura ont été rassemblés à Kigaramango, au chef-lieu de la zone Rukaramu, de gré ou de force. Ils étaient tous appréhendés et soumis au hasard du clan pour débuter la formation Sorendi même. Ainsi, samedi prochain, les deux seront déployés vers la RDC pour affronter le M23, les autres sur les frontières avec le Rwanda, comme le précise la source de la RPA en zone Rukaramu. On a rassemblé tous les imbonerakure de Mutimbuzi. Il y en a aussi ceux qui ont été appréhendés de force et on les a rasés le crâne. Ils vont alors subir une formation militaire pour être envoyés au Congo. Les autres sur la frontière du Burundi avec le Rwanda. Ici à la zone Rukaramu, au lieu appelé Kigaramango, on observe beaucoup d'imbonerakure qu'on est en train de raser le crâne pour par la suite les soumettre à une formation militaire de 5 jours, de ce lundi à vendredi. Une autre équipe importante d'Imbonerakure avait été dépêchée en RDC ce dimanche en zone Gatumba, tandis que d'autres poursuivent les préparatifs, révèle une autre source à Gatumba. Les préparatifs sont multiples et très avancés chez les Imbonerakure à Gatumba. D'ailleurs, les uns ont franchi le Congo hier. La situation se présente ainsi au moment où l'on parle de plusieurs militaires de l'armée bondaise récemment tombés sur le champ de bataille et aussi envoyés en RDC pour combattre le M23. Je vous le disais en titre, enlèvement ce dimanche soir d'un membre du parti CNL sur la colline et zone Buringa en commune Gihanga de la province Bubanza. Les kidnappeurs étaient armés de fusils et à bord d'un véhicule. Ils seraient des agents du service de renseignement. Les habitants de Buringa craignent pour la vie de ce partisan d'Agatongwassa. Le point avec Dani Claire, Ilatkoumv. C'est vers 22 heures la nuit dernière que les habitants de la 9e transversale, le lieu communément connu sous le nom de Kumukaratusi en zone Buringa de la commune Gihanga, ont vu un véhicule venir vers eux. Les personnes à bord qui étaient armées de fusils sont descendues de ce véhicule et se sont attaquées à un certain Nimbona Georges. Ils l'ont violemment tabassé se servant de leurs fusils et l'ont par après embarqué dans leur véhicule. Une voiture de type porte avec 4 hommes à bord s'est arrêtée entre la 8e et la 9e avenue à un lieu appelé Eucalyptus où nous étions nous tous avec Georges Nimbona. Nous avons alors vu 3 hommes débarquer de cette voiture et l'autre était au volant avec un fusil de type Kalachnikov. Ils n'ont fait que l'attraper férocement. Il s'est débattu mes jambes. Nous autres avons approché pour s'enquérir de la situation et ils nous ont pointé dessus les canons. Ils avaient un seul fusil avec un pistolet chacun. Ils l'ont finalement embarqué, mais difficilement après avoir le bousculé avec ces armes qu'ils possédaient. Bien avant que ce véhicule des ravisseurs ne vienne, les voisins de Georges Nimbona indiquent avoir remarqué que Georges Nimbona s'était fait filer par un groupe d'Imbonerakure. Et pour le moment, ils désespèrent. Les chances de le retrouver vivant sont très minimes, indique-t-il. Nous avons des inquiétudes par rapport à la sécurité du nôtre. Si au moins il serait encore vivant, à voir comment il a été embarqué. Nous nous demandons que de la transparence s'il saute, s'il y aurait un mandat contre lui, qu'il soit émis en plein jour pour que nous sachions les accusations à sa charge. Mais à bas tout ça, il y a des Imbonerakure de Buringa et Maramvya qui le filaient à chaque instant. tukamenya icyo yagira nyuma yaho mugabo bataraza harabaho kunyura mukurikirana Imbonerakure za hano zihuriye hamwe no kuri Tereza Maramvya. Et pour les voisins de Georges Nimbona, ce n'est pas la première fois que des gens soupçonnés d'être des agents du service de renseignement procèdent à l'enlèvement dans des leurs. La personne dernièrement enlevée n'a plus jamais été revue. Ce n'est pas pour la première fois que nous assistons à de tels scénarios. Nous incluons cela dans les dossiers
dossier politique et nous accusons le parti au pouvoir, surtout la police des renseignements qui œuvre sur le compte de ce parti. C'est au moment où ils ont constaté qu'ils n'ont pas de partisans dans ces localités où ils se focalisent. L'année dernière, ils avaient enlevé à Nome Buchumi et Komoge, c'était vers 19h et on ne l'a pas revu du tout. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Léopold Daïsaba, l'administrateur de la commune Gihanga. Merci à toi, Dani Claire. Iratkoumva Chamoudzo, c'est le représentant communal du parti CNL à Gisagara, qui a été séquestré par un groupe d'Imbonerakoulé alors qu'il allait se rendre compte des dégâts causés par les mêmes Imbonerakoulé la nuit dernière sur la permanence du parti politique, le CNL. Eric Nyonzima nous fait le point. Sylvain Nyandwi, Oscar Busabusaro, prénommé Adolphe, Philippe Naimana, responsable des Imbonerakure sur la commune Chamazi, et Merance Nimbona, responsable des Imbonerakure en zone Chamazi de la commune Gisagara, font partie de plus d'une centaine des Imbonerakure qui ont attaqué dans la nuit de ce dimanche. La permanence du parti CNL se trouva sur la colline et zone Chamazi. Notre source en commune Gisagara indique que tous ces Imbonerakure sont de la zone Chamazi. Arrivés à la permanence du parti CNL, ils ont effacé les insignes et les emblèmes de ce parti et ont éloigné à quelques mètres le veilleur qui œuvre. L'intention était de le tuer, mais il est parvenu à échapper de justesse, précise notre source. Dans la matinée de ce lundi, Alexis Daïzey, le responsable du parti CNL en commune Gisagara, a été sérieusement tabassé par ces Imbonerakure lorsqu'il prenait les photos de cette permanence. En Néant, il a été conduit dans une structure sanitaire pour les soins. C'est toujours notre source en commune Gisagara. C'est pour la deuxième reprise que les insignes de ce parti sur cette colline de Chamazi soient effacés. La deuxième fois était vers la fin de l'année passée. Les membres du parti CNL en commune Gisagara s'insurgent contre ces persécutions et révèlent qu'à chaque fois qu'ils sont confrontés de tels incidents, ils en informent les administratifs, mais jusqu'à aucune décision n'a été prise. Son lundi, le secrétaire général du parti CNDD-FDD de Vélien Dikurio effectuait une descente dans cette zone de Chamaz. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Gracieux Nitunga, administrateur de la commune Gisagara, afin qu'il puisse s'exprimer sur ce sujet, mais sans succès. Eric Nyonzima, en parlant justement des atrocités commises par la milice Imbonerakure du parti au pouvoir, en Imbonerakure de la colline Karagara, en zone Buruhukiro de la commune et province Rumongue, fait la pluie et le beau temps dans cette localité ce dimanche. Il a passé à tabac un jeune visiteur d'une des églises de la place, un comportement qui selon la population est devenu comme sa nature, vu qu'il s'en prend souvent à toute personne non membre du parti au pouvoir, qu'il croise, surtout les heures de la nuit, et ce qui blesse le plus la population, c'est que les administratifs, pourtant au courant de la situation, font semblant de ne rien savoir de cet Imbonerakure. Inès Gakiza nous en dit plus. Cet Imbonerakure qui sème la terreur est connu sous le nom de Medo Bukuru. C'est le chef des Imbonerakure de la sous-colline Nyabigonze, colline Karagara, commune et province Rumongue. Ils sont munis souvent de câbles à usage électrique ou encore de gourdins qu'ils se servent pour agresser et persécuter les gens. Ce dimanche, cet Imbonerakure a sérieusement battu à l'aide d'une câble un citoyen nommé Oswald Ndouaye-Edzu. Le ventre est gonflé suite au coup d'une câble qu'il a reçu. Il a été fouetté au niveau du ventre et du dos avec cet câble. Il a ainsi crié au secours pour alerter l'alentour. Les habitants de la colline Karagara indiquent que ce n'est pas pour la première fois que cet Imbonerakure agresse et persécute la population. Les autorités administratives sont au courant de cette situation, même s'ils ne réagissent jamais. Ce n'est pas pour la première fois qu'il persécute les gens. Le jour de la fête des Nouvel An, il a agressé et battu Anselté Emmanuel Hakizimana, Anselté Emile ainsi que des autres avec qui ils étaient ensemble. Il persécute les citoyens au vu et au su des autorités administratives qui assistent impuissamment. Ces habitants de la colline Karagara dénoncent ce comportement de cet Imbonerakure tout en demandant qu'il soit finalement traduit en justice. Nous n'avons pas pu joindre les autorités administratives de la commune Rumongue pour qu'ils s'expriment sur ce sujet. Inès Gakiza. Et puis en page sécuritaire, la rédaction de la RPA a pu répertorier une personne assassinée le long de la semaine écoulée. C'était une femme qui a été retrouvée morte à son domicile vendredi dernier sur la colline Gassé
Ndaishimyi, en commune Buganda de la province Chibitoke. Nos sources à Uganda indiquent que la victime a été abusée sexuellement avant d'être égorgée. Les administratifs en commune Buganda ont confirmé ces informations et ont indiqué que les enquêtes étaient en cours. Une courte pause et nous parlons économie. Le président Évariste Ndayishimiye devrait démontrer sa capacité de gouverner en faisant respecter sa décision. C'est du moins le point de vue des citoyens de différentes provinces qui se sont entretenus avec la RPA. Ils réagissent sur la décision qui avait été prise par le président Évariste Ndayishimiye en début du mois d'août, selon laquelle les locataires des stands et shops devenaient propriétaires. Une décision qui vient d'être annulée par le maire de la ville de Bujumbura. Ces citoyens indiquent que la situation peut dégénérer au sein des commerçants si le président Évariste Ndayishimiye ne brise pas le silence pour rétablir l'ordre. Suivez. Il faut qu'on revoie cette décision, sinon ce sera un désordre. Il faut que les propriétaires gardent leurs shops, leurs places, et que les locataires, donc le loyer qu'ils donnent, et qu'il soit contrôlé, et que ce qui est dit aux caisses de l'État soit versé aux caisses de l'État, pour que les choses marchent bien, sinon ce sera le désordre. Il faut qu'on revoie cette décision, sinon ce sera un désordre. Il faut que les propriétaires gardent leurs shops, leurs places, et que les locataires, donc le loyer qu'ils donnent, et qu'il soit contrôlé, et que ce qui est dit aux caisses de l'État soit versé aux caisses de l'État, pour que les choses marchent bien, sinon ce sera le désordre. Ce que je peux conseiller, c'est que le président de la République, en tant que chef de la patrie, devrait faire respecter les mesures qu'il prenne. Sinon, c'est une anarchie dans un pays où la pauvreté est très grande. Donc, je conseillerais au président de la République de faire respecter les mesures qu'il a prises dans des parcelles pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les nouveaux acquérants et les anciens acquérants. C'est le président de la République qui devrait donner les directives pour résoudre cette question. Mais voilà qu'il est dans le silence absolu. Alors que les malheurs que connaissent les commerçants résultent de sa décision. J'appelle alors à tous les commerçants touchés par la décision de la maire de la ville de s'adresser directement au président de la République. En page gouvernance, des employés de la société Pona Pharmaceuticals se lamentent de la décision prise par l'employeur qui les a informés samedi dernier de l'arrêt de leur travail à partir de ce lundi. Ces employés indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été informés de cette décision à partir de leur téléphone, sans pour autant obtenir plus de précisions sur le motif derrière l'arrêt de leur travail, et surtout au moment où ils attendent le paiement de leur salaire. Je vous propose d'écouter un de ces employés qui s'est confié à la RPA. Depuis le mois d'août 2022, les choses ont commencé à ne pas bien marcher. On pouvait passer 2 mois sans obtenir de salaire, ce qui déstabilisait les employés. Au mois d'octobre 2022, la direction a décidé de chasser 15 employés, ainsi que le directeur des ressources humaines. La direction disait qu'elle entamait un essai avec le personnel restant et que si jamais la production augmente de nouveau, ils allaient être rappelés, mais cela ne s'est jamais produit. Comme d'habitude, vendredi, les employés sont rentrés à la maison et puis samedi, on a vu un message tomber dans le groupe WhatsApp réunissant tout le personnel qui nous informait qu'on ne doit plus se présenter au travail à partir de ce lundi, le 29 janvier, et que le retour nous sera communiqué. Il y en a même des employés qui l'ont su aujourd'hui en cours de route alors qu'ils sont rendus au travail. La situation se présente ainsi alors que même les employés attendaient d'être payés de leurs arriérés de 2 mois de salaire. Nous trouvons que c'est un arrêt définitif car même ces derniers jours, on travaillait à peine à cause du manque de matières premières. Le problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas à qui se confier vu que le DG nommé Maoni Mana-Séverin ne se présente plus au travail. On a entendu qu'il serait parti à Kinshasa, mais on ne sait rien, à part que l'intérim est assuré par celui qui était le directeur
directeurs administratifs et financiers. Aucun éclaircissement ne nous a été donné sur des indemnités qu'en principe on devait nous donner ou arriérer le salaire. Donc nous demandons que le DAF nous éclaircisse de ce qui va suivre par après. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre par téléphone l'autorité intérimaire de la société Pona Pharmaceuticals pour recueillir sa réaction. Gouvernance toujours, la vision 2040 du gouvernement burundais ne sera jamais une réalité tant que sa mise en œuvre se limite uniquement à des paroles. C'est le point de vue de Faustin Ndikumana, président de l'association Paroles et Actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, par ses sigles. Faustin Ndikumana indique que jusqu'à présent, il n'y a pas d'actions concrètes qui ont été menées dans le cadre de la mise en œuvre de cette vision. Il estime qu'il faut, entre autres, assainir la planification opérationnelle et procéder à la mobilisation des fonds nécessaires pour le démarrage du projet. Je vous propose d'écouter Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Pour ce qui est de la vision 2040-2060, d'abord PARSEM s'est félicité de voir que le document enfin définitif a été publié sur les sites du gouvernement. On a suivi aussi que le document était la base de la communication au moment des prières organisées par le parti au pouvoir. Mais PARSEM voudrait rappeler que la vision, c'est une orientation, c'est une image qu'on se donne, mais il faut quand même qu'il y ait des préalables. Il faut travailler sur les préalables, quitter le stade des idées, mais aller sur les préalables qui doivent être accomplis pour que la vision soit une réalité. Il faut d'abord assainir la planification opérationnelle. La planification opérationnelle, un système de suivi, évaluation efficace avec les résultats, les statistiques fiables et une capacité d'élaboration des projets viables. En dehors de ça, il serait difficile d'arriver à la vie. Deuxièmement, la stratégie de mobilisation des ressources. Le Burundi manque de ressources nécessaires pour mettre en application cette vision. Est-ce qu'il faudra-t-il recourir à l'aide publique au développement, aux emprunts, aux investissements directs étrangers, aux partenariats publics-privés? Il faut une stratégie de mobilisation des ressources pour mettre en application la vision. Aussi, il faut une bonne mobilisation des ressources humaines, les experts, l'expertise nécessaire pour mettre en application la vision. La vision devra exiger une capacité exceptionnelle et des ressources humaines pour sa mise en application. C'est pour cela que même l'expertise étrangère pourrait être appelée pour être mise à contribution. La gouvernance budgétaire, il faudra assainir la bonne gestion des finances publiques, la transparence, la participation du public dans la gestion budgétaire, aussi ouvrir le chemin des réformes à partir de ces évaluations pertinentes qui viennent d'être opérées, notamment l'évaluation PIFA. Il faudra aussi renforcer l'efficacité institutionnelle, notamment avec ces trois piliers, l'administration centrale, la justice, la police. Comment ces trois piliers des institutions pourront être efficaces pour faciliter la mise en application de la vision. Il faudra aussi une lutte contre la corruption. Sans merci. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce lundi 29 janvier 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.